Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Message royal à l'ouverture du deuxième forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain. Un message dans lequel Sa Majesté le Roi appelle à l'élaboration d'une vision intégrée d'aménagement du territoire pour assurer une bonne qualité de vie aux citoyens. Les incendies de forêt, une préoccupation au centre d'une rencontre à Rabat qui a présenté les résultats positifs de 2017 et le programme 2018 soucieux de diminuer l'impact de ce phénomène sur les ressources forestières. La deuxième édition du Forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain a ouvert ses travaux ce matin à Rabat avec comme thème la mise en œuvre du nouvel agenda urbain dans la région arabe. Une ouverture marquée par un message royal adressé aux participants dont lecture a été donnée par Abdeltef Mennouni, conseiller de Sa Majesté le Roi. Souad Anachet. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Dans ce message, Sa Majesté le Roi a appelé à l'élaboration d'une vision commune autour d'un système intégré d'aménagement du territoire qui aura pour finalité de rationaliser l'exploitation du territoire et la gestion des ressources disponibles. Le souverain a également souligné l'importance d'asseoir les bases d'un urbanisme qui tienne compte des identités et des spécificités locales et de réfléchir à l'adoption de mécanismes inédits et innovants permettant la conception d'un nouveau système urbain. En plus de la fourniture aux populations de logements décents pour préserver leur dignité, Sa Majesté le Roi a jugé nécessaire de mettre en place à leur bénéfice un environnement propre adapté aux exigences de la croissance économique et d'élaborer des plans d'urbanisme intelligents qui font de l'élément humain leur raison d'être et leur finalité. Sa Majesté le Roi a également mis l'accent sur la nécessité d'engager les réformes institutionnelles nécessaires en conférant aux régions, aux instances décentralisées, aux initiatives citoyennes des prérogatives leur permettant de jouer un rôle plus actif. Nous tenons à souligner que la durabilité de nos métropoles passe par la mobilisation des énergies et des expertises nécessaires pour leur permettre de faire face au changement climatique, d'optimiser la gestion des risques inhérents aux catastrophes naturelles et d'apporter des solutions aux problématiques liées à une planification durable et au système de gouvernance urbaine, a relevé le souverain. L'occasion pour Sa Majesté le Roi d'inviter à intensifier les efforts visant à renforcer les liens de coopération et à favoriser l'échange d'expertise et d'expérience au sein du monde arabe. Le souverain a estimé que les centres urbains doivent être un espace d'inclusion et d'engagement citoyen aspirant à voir émerger des villes vertes. Le Royaume s'emploie aussi activement à insérer ces instruments dans ses stratégies nationales de développement, a précisé le souverain, rappelant que le coup d'envoi donné en 2004 au programme national Ville sans bidonville, dont l'objectif est d'éradiquer dans 85 villes l'habitat insalubre sous toutes ses formes, a précisé le souverain. Depuis le lancement de ce chantier dont le but est d'ériger la question de l'habitat en axe majeur d'intervention pour assurer la cohésion sociale et stimuler la dynamique économique, 58 centres urbains ont été proclamés villes sans bidonville. À cet égard, nous avons accompli bon nombre de réalisations grâce à notre volonté politique et à l'adoption d'une approche fondée sur la capitalisation des droits humains et la consolidation de l'intégration urbaine, s'est réjoui le souverain. Sa Majesté le Roi a aussi mis en exergue la politique de développement urbain durable et global adoptée par le Maroc et dont les fondements essentiels sont la promotion du développement humain et le renforcement de la cohésion sociale et spatiale. وكلل أشغالكم بكامل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le roi de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, est arrivé au Maroc pour une visite privée dans le royaume. À son arrivée à l'aéroport de Rabat Saleh, le souverain bahreïni a été accueilli par son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa a été également salué par le wali de la région de Rabat Saleh Kenitra, le gouverneur de la préfecture de Rabat, le président du conseil de la région, le gouverneur de la préfecture de Salé, le président du conseil communal de Salé, ainsi que par l'ambassadeur du royaume de Bahreïn à Rabat et d'autres personnalités civiles et militaires.
Le Conseil de gouvernement a tenu ce matin sa réunion hebdomadaire. Au centre des travaux, le plan d'action national en matière de démocratie et de droits de l'homme 2018-2021. Le chef du gouvernement a souligné que l'exécutif est déterminé à trouver rapidement une solution au reste des dossiers en suspens des violations des droits de l'homme, en s'engageant à trouver des réponses pratiques avant la fin de l'année. Saadil Othmani a également promis que le plan d'action entrera en vigueur juste après son adoption et sa publication au bulletin officiel, avant d'ajouter que le gouvernement, en la personne du ministre d'État chargé des droits de l'homme et en coordination avec le CNDH, accorde un intérêt particulier à ce sujet. Nous devons reconnaître les nombreuses réalisations accomplies et qui concernent les différents secteurs, affirme Saadil Othmani, en ajoutant que les dysfonctionnements et inconvénients doivent être affrontés avec courage. Le Conseil s'est penché par la suite sur un projet de loi relatif à l'évaluation environnementale ainsi que sur l'examen de 2 projets de décret. Le premier relatif à l'élargissement du champ d'intervention de l'Office régional de mise en valeur agricole du Locus et le deuxième porte sur la réorganisation du Théâtre national Mohamed V. Actualité législative à présent, le président de la Chambre des représentants en visite au Vietnam, une visite au cours de laquelle Habib El-Malki a signé une convention de coopération et de partenariat avec l'Assemblée nationale de ce pays. C'est la première du genre que celui-ci conclut avec un pays d'Afrique du Nord et du monde arabe. Une convention qui ouvre la voie à de nouveaux horizons de coopération entre Rabat et Hanoï. Les 2 responsables ont mis en avant le rôle crucial de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement entre les 2 pays. Ils ont souligné leur détermination à explorer de nouvelles perspectives pour une coopération économique renforcée. Et puis notez que la Chambre des représentants tiendra lundi une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au chef du gouvernement au sujet de la politique générale de l'exécutif. Elle débutera à 15h30. Diminuer l'impact des incendies sur les espaces forestiers au centre d'une rencontre à Rabat initiée par le comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre ces incendies. L'occasion de relever les bons résultats de 2017 et pour 2018, un budget de 182 700 000 dirhams est alloué par le Haut Commissariat aux eaux et forêts au programme de prévention et de lutte contre ce phénomène. Wafa Bendoro et Boubkeb Labrit pour les précisions. Durant les 10 dernières années, le Maroc est arrivé, et avec un rythme soutenu, à contrecarrer les conséquences néfastes des feux sur les ressources forestières du pays. Le bilan des incendies de forêt au Maroc en 2017 montre que le nombre d'incendies enregistrés est de 433 feux, ayant touché une superficie totale de 2414 hectares. La situation des incendies de forêt, les enseignements dégagés durant l'année 2017 et le programme d'action de l'exercice 2018 ont été au centre de la réunion du comité directeur de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Sur le plan des résultats, on peut dire que l'année 2017 a été une année exemplaire dans la mesure où pratiquement nous terminons l'année avec des performances qui font qu'on a pratiquement moins de 6 hectares par incendie, alors que la moyenne à l'échelle méditerranéenne dépasse les 16 hectares par incendie. Et surtout dans les 6 hectares, il y a pratiquement 65% d'espèces secondaires ou de strates herbacées. Ça veut dire qu'on a moins de 1,9 hectare par incendie par rapport aux espèces nobles. La stratégie du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification 2015-2024 fait de la lutte contre les risques climatiques un pilier majeur de développement. Dans les années à venir, nous voyons que ce défi, notamment le défi climatique, va peser de plus en plus lourd et qui nous appelle à travailler encore plus pour améliorer nos outils d'intervention, à la fois en termes d'intervention proactive, c'est-à-dire avec des systèmes informatiques qui sont actuellement en cours et qui permettent de travailler de façon proactive et de ne pas attendre un incendie pour aller l'éteindre. Les bons résultats obtenus au cours de 2017 sont le fruit d'une capitalisation sur le retour d'expérience de gestion des feux antérieurs, mais également sur la coordination entre les différents intervenants. Les forêts nobles touchées ne constituent que 1,9 hectare par incendie, et ceci grâce au processus d'alerte proactif. Cette surface en comparaison à la moyenne annuelle de ces 10 dernières années a considérablement diminué grâce aux efforts de tous les intervenants. Une diminution comprise entre 15 et 20%.
Le comité directeur a examiné au cours de cette réunion également les différents volets pratiques des préparatifs et des interventions pour la prochaine saison 2018. Un budget total de plus de 182 millions de dirhams est alloué par le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification au programme 2018 de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Autre ressource menacée, l'eau. Protéger les ressources hydriques a une importance particulière. Une mission désormais confiée à la police des eaux. Ces agents contrôlent l'utilisation et l'exploitation du domaine public hydraulique. Il s'agit principalement d'assurer la bonne gouvernance dans la gestion de ces ressources, tout en visant la consécration de leur exploitation durable. Reportage Abdel Shgar et Nisri El-Hamdawi. Sur le terrain, les agents de la police des eaux traquent les utilisations illégales et irrationnelles de l'eau. Ici, ils ont notifié un ouvrage entrepris sans aucune autorisation, le forage d'un puits. La police des eaux a constaté que j'étais coupable d'une infraction. Je vais œuvrer à être en règle avec la loi. Après avoir constaté l'infraction, la police d'eau procède à la saisie de l'engin de forage et dresse un procès verbal à l'encontre du contrevenant. Difficile pour un agriculteur d'accepter l'idée d'être coupable alors qu'il est en train d'entreprendre un ouvrage sur son domaine. Souvent, il est surpris d'apprendre qu'il a besoin d'une autorisation de forage pour être en règle avec la loi. Nous lui expliquons que la nappe phréatique ne fait pas partie de sa propriété. Outre le forage illégal des puits, il existe d'autres infractions commises sur le domaine hydraulique public. Nous constatons plusieurs infractions, genre forage sans autorisation, déversement des eaux usées de façon illégale et aussi l'installation de barrières sur le lit des rivières. Tous ces agissements sont passibles de sanctions. Chaque année, une centaine d'infractions est enregistrée au niveau de l'agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia. La police de l'eau y intervient notamment à la suite de plaintes des citoyens. À la une de l'actualité internationale, l'Assemblée générale de l'ONU vient d'adopter à une écrasante majorité une résolution condamnant la reconnaissance par Washington d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Sur les 193 pays membres, 128 ont voté en faveur de ce texte et 9 contre. 35 autres pays ont décidé de s'abstenir lors d'un scrutin que le président américain avait promis de scruter de près, menaçant de représailles financières tous ceux qui soutiendraient ce texte. Reprenant le même langage de la résolution à laquelle Washington avait opposé son veto lundi dernier au Conseil, la résolution de l'Assemblée générale considère que toute décision qui vise à altérer la nature, le statut et la composition démographique d'Al-Quds n'a aucun effet juridique et est nul et non avenu. Le texte fait office de réponse directe à la décision du président Donald Trump annoncée le 6 décembre, qui a promis aussi de déménager son ambassade à la Ville Sainte. Cette décision doit être annulée conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, a souligné le texte voté aujourd'hui, appelant les pays à s'abstenir d'établir des missions diplomatiques à Al-Quds. Les Palestiniens de leur côté se sont félicités de ce vote. Selon le porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, cette décision réaffirme que la juste cause palestinienne bénéficie du soutien du droit international. Nouveau round de négociations intersyriennes à Astana. Ces pourparlers sont organisés à l'initiative de Moscou et se sont ouvertes une semaine après l'échec de la réunion de Genève. Pour l'opposition, l'objectif à Astana est la libération de tous les prisonniers, le renforcement du cessez-le-feu, en particulier dans les zones de désescalade, la levée des sièges de toutes les villes et les villages et la délivrance d'une aide à ceux qui en ont besoin.
La Catalogne, à l'heure du choix. Les Catalans votent 2 mois après une tentative de sécession qui a secoué l'Espagne et l'Europe. Un scrutin décisif dans le sillage d'un combat entre indépendantistes et unionistes. Une participation massive est de nouveau attendue pour ces élections exceptionnellement convoquées par le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Le président catalan révoqué Carles Puigdemont, qui s'est exilé à Bruxelles, entend reconquérir son poste par les urnes, tout en sachant qu'il serait aussitôt arrêté s'il rentrait. Loin de la région, la police australienne a arrêté le conducteur d'une voiture qui a heurté des passants dans le centre-ville de Melbourne, blessant au moins 15 personnes. L'homme de 32 ans, consommateur de stupéfiants, présenterait des troubles mentaux. La police de l'État de Victoria parle d'un acte délibéré. L'auteur de cet acte est un Australien d'origine afghane. À ce stade, les autorités ne privilégient pas la piste terroriste. Les entreprises et les changements climatiques, un cycle de formation qui a bénéficié à des cadres d'entreprise, une initiative de la CGEM qui met en lumière la vulnérabilité des entreprises face au réchauffement de la planète, tout comme les besoins d'adaptation et le montage de projets pour réussir l'accès à la finance climat. À Casablanca, la formation a pris fin avec une remise de certificats aux entreprises bénéficiaires. Sarah Katir. Les entreprises marocaines sont de plus en plus concernées par la cause environnementale. Pour preuve, la participation de certains de leurs représentants au cycle de formation entreprises et changement climatique, et ce dans le cadre de l'initiative Entreprise Climat Maroc. La participation de notre entreprise à cette initiative vise à contribuer aux efforts visant à atténuer l'émission de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique, chacun de son côté. On est conscient dans notre entreprise de la nécessité du développement d'un modèle économique vert, alliant croissance et respect de l'environnement, et on est tous concernés. La CGEM avait lancé l'initiative Entreprise Climat Maroc, une action visant à intégrer les risques et les opportunités climatiques dans les plans de développement des entreprises marocaines. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de cette première promotion. Nous constatons qu'il y a une prise de conscience des entreprises et notamment des PME en matière de changement climatique. Nous avons eu beaucoup de secteurs qui ont été présents à travers un certain nombre de collaborateurs. Nous avons aussi des chefs d'entreprise qui ont participé à ces formations. Cette action qui démontre qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur un plan national et qu'il y a une prise de conscience par le secteur privé. Il s'agit d'accompagner les entreprises dans leur intégration à la dynamique climatique et aider à l'émergence d'une économie verte au niveau national avec un rayonnement attendu au niveau de l'Afrique. Et Casablanca sera la dernière escale de cette édition. La métropole est à l'heure de la 3e édition de son Festival des Arts et de la Culture. Une édition qui rend hommage à l'icône du théâtre marocain Taïb Seddiqi et crée des canaux de communication entre les différentes générations d'artistes marocains. Zakaria Moukinbillah. Une projection de films et de feuilletons marocains pour échanger sur les caractéristiques de la production cinématographique nationale. Des professionnels du 7e art, des écrivains et des artistes de tous bords prennent part à ces discussions. L'objectif est de souligner le rôle de l'art et de la culture dans la société. Une opportunité pour nouer un dialogue ouvert et fructueux. Nous voulons instaurer des échanges entre les différentes générations précédentes et actuelles, pour ne pas oublier les artistes disparus et célébrer ceux qui sont toujours parmi nous. L'objectif est aussi d'œuvrer au rapprochement des points de vue. La 3e édition de ce festival rend hommage à un des grands noms du théâtre, Feu Taïb Seddiqi, qui a contribué avec ferveur et générosité à faire connaître le théâtre marocain en Europe et dans les pays arabes. Taïb Seddiqi mérite pleinement cet hommage et cette reconnaissance, car il a beaucoup donné au théâtre et a permis aux Marocains de retrouver leur culture et leur tradition, avec des pièces de théâtre offrant un spectacle populaire authentique. 3 jours durant, plusieurs activités sont au programme, des rencontres littéraires, des projections de films et du théâtre, ainsi que des expositions d'art plastique.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre à 20h30. D'autres titres de l'actualité en arabe avec Mohamed Reda Ladidi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.